Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Soutenir nos employés en période de stress et de pandémie. Pour débuter la présentation, j'aimerais vous présenter M. Mario Bédard, qui est président du conseil d'administration chez Mallette. Mario, à vous. Bonjour tout le monde, bon matin. Comme Julie vous disait, mon nom est Mario Bédard, je suis associé directeur des bureaux de Québec, de la région de Québec et de Mauricie pour Mallette, et en même temps président du conseil d'administration provincial. Ça me fait bien plaisir ce matin d'être avec vous pour introduire ce troisième webinaire que le réseau Mallette organise, celui-là sur les ressources humaines. Je veux faire un lien entre ce qui s'est fait chez Mallette et tout ce qui tourne en entour des ressources humaines. Je dirais qu'en premier lieu, le 12 mars, dès le début, on a mis en place une cellule de crise. Et un des rôles que j'avais, c'était de communiquer avec mes employés à chaque soir pendant une dizaine de jours. On est 1000 chez Mallette, donc de communiquer les informations au début par écrit et par la suite par web conférence de tout ce qui était mis en place, comment agir, le télétravail. C'est déjà loin le 12 mars, mais il y a eu beaucoup de choses qu'on a dû mettre en place. Donc, les communications avec les ressources humaines ont été faites d'une façon très assidue et je pense que ce fut très apprécié de nos 1000 ressources au Québec. On a par la suite mis en place, on a pris une décision, c'est-à-dire de garder tous nos employés. À peu près tous nos employés à 100% ont conservé leur emploi malgré qu'on avait une diminution de tâches. Notre décision chez Mallette a été plutôt de faire en sorte que tout le monde ait une réduction de la tâche, mais que tout le monde reste en lien d'emploi. Je pense que ça fait une bonne décision parce qu'on a vu par la suite les mesures gouvernementales avec le programme de 75% de subvention qui poussent à garder les entreprises, un lien d'employeur-employé avec les employés. Donc, c'est ce qu'on a fait et qu'on a mis en place. Et je pense que ce fut assez apprécié. Une chose qu'on fait maintenant, on a créé un comité que j'appellerais le comité de divertissement. On a 30 bureaux au Québec et dans les 30 bureaux, il y a eu des bonnes idées. Oui, des 5 à 7 virtuels, des bingos virtuels, différentes choses. Donc, on a mis un comité de divertissement qui permet à du monde de toutes les régions de s'échanger les bonnes idées. Une bonne idée qui est arrivée d'un département fut de créer un genre de club de course et de marche qui a commencé dans un département, qui s'est élargi à un bureau avec des compétitions interdépartements et maintenant, c'est dans l'ensemble du Québec. Donc, on dit Mallette marche le Québec parce que dans tous les bureaux, il y a des gens qui sont donnés des défis de faire un certain nombre de kilomètres dans le mois d'avril et ça crée une belle petite compétition intéressante et ça crée une relation entre les employés intéressante. Pour terminer, je vous rappelle que sur notre site mallette.ca, c'est très intéressant d'aller voir tous les bulletins fiscaux qui ont été produits par notre équipe de fiscalistes qui touchent toutes les mesures qui ont été mises en place par le fédéral, le provincial, le municipal, de façon à vous aider à vous démêler au travers de toutes ces mesures-là. Si vous avez besoin de plus que ce qu'il y a sur notre site, n'hésitez pas à communiquer avec un de nos spécialistes. Là-dessus, je retourne la parole à Julie. Merci et bon webinaire. Merci, Mario. Donc, je suis directrice du réseau Mallette. Je vais vous expliquer un petit peu ce matin qu'est-ce qu'on fait au réseau Mallette. Puis, je vais également être votre maître de cérémonie pour vous expliquer comment l'application Teams fonctionne pour ceux qui sont moins habitués. Donc, au réseau Mallette, on réunit, on accompagne les dirigeants, les experts d'entreprise qui désirent s'outiller des meilleures pratiques en efficacité et en croissance d'entreprise. Présentement, tous nos cercles se réunissent de façon périodique, hebdomadaire, pour pouvoir partager entre eux, échanger sur leurs pratiques, puis essayer de s'outiller davantage pour passer à travers cette crise. Aussi, le réseau Mallette, on fait des webinaires de façon hebdomadaire pour vous amener des experts qui peuvent vous aider à passer, encore une fois, de la meilleure façon possible à travers cette crise. C'est pourquoi aujourd'hui, on a le webinaire sur le sujet « Soutenir nos employés en période de stress et de pandémie ». Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un petit peu moins l'application, si vous balayez votre souris au milieu de votre écran, vous allez voir un onglet qui s'appelle « Questions et réponses ». Nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas pendant la présentation, mais vous pouvez nous écrire tout au long de ce webinaire et je vais pouvoir vous répondre en temps à chaque fois qu'il va y avoir des questions. Je veux vous rassurer, vous allez recevoir la présentation à la fin de ce webinaire-là également, car c'est une question qu'on reçoit très souvent. Donc, avant de céder la parole à nos présentateurs, je vais vous les présenter de façon plus officielle. Alors, je vais débuter avec M. Martin Roy, qui est conseiller d'orientation organisationnelle. Martin a mis sur pied le bureau de BRH Granby et il travaille depuis maintenant plus de 10 ans.
Il œuvre dans le domaine de la consultation en ressources humaines depuis plus de 20 ans et a eu la chance d'intervenir sur 3 axes principaux: l'évaluation psychométrique, la transition de carrière et le recrutement de personnel. Il a donc pu, au cours de sa carrière, accompagner tant les gestionnaires, les employés, ainsi que les chercheurs d'emploi. Ensuite, je vais vous présenter Mme Pascale Ouellette. Elle est conseillère en développement organisationnel et coach certifiée en gestion. Mme Ouellette possède 22 années d'expérience sur le marché du travail. Elle a d'ailleurs fondé le bureau de BRH au Saguenay et agit actuellement comme conseillère en évaluation psychométrique, en coaching de gestion, en formation et possède une expertise également en gestion du changement. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Pascale. Bonne présentation. Alors, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, on vous remercie aussi d'être en aussi grand nombre. Pour plusieurs, on vivait déjà bien assez du stress, là, que ce soit avec la charge de travail, les échéanciers serrés, la conciliation travail-famille et j'en passe. C'est sûr qu'avec la pandémie que l'on vit aujourd'hui, les changements, les bouleversements sont nombreux, autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Et ça nous amène évidemment à vivre beaucoup de stress et d'anxiété. La charge mentale en ce moment est vraiment très importante, que l'on soit employeur, employé, que l'on soit en télétravail, sans emploi ou sur le milieu de travail. Les préoccupations sont différentes de part et d'autre, mais sont nombreuses et sont légitimes. Ce qui arrive, c'est qu'en plus, quand on est employeur, en plus de tous nos tracas de la journée habituelle, il faut s'assurer de bien gérer notre stress. Il faut aussi vivre dans un contexte d'incertitude, donc gérer l'entreprise dans un contexte d'incertitude. Puis en plus, il faut essayer de rassurer, de sécuriser nos employés. Bref, tout un contrat. Donc, c'est sous cet angle que nous allons réaliser là, le webinaire aujourd'hui. Au niveau des objectifs, c'est bien important, avant de pouvoir contrôler un peu plus notre stress, de comprendre le fonctionnement et aussi d'identifier comment il s'installe. Nous allons regarder ensemble aussi là, des bonnes pratiques là, pour mieux contrôler notre stress, puis on va le regarder vraiment sous un angle, comment on peut soutenir là, nos employés. Donc, à la prochaine diapo, je laisse le soin à Martin de nous aider là, à démystifier le stress et de faire une petite activité brise-glace avec ça. Donc, à la prochaine diapo. Parfait. Alors, merci Pascal. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin avec vous. Donc, comme Pascal le disait, évidemment, c'est important de bien gérer son propre stress, hein, évidemment, avant d'intervenir avec nos employés, avant d'intervenir avec nos collaborateurs. Et pour ça, ce qu'on a décidé de faire ce matin, avant, évidemment, de parler de la mécanique du stress, on voulait vous faire vivre une petite expérience. Alors, dans le fond, ce qu'on vous présente ce matin, l'activité brise-glace, c'est la technique de la respiration carrée. Alors là, on vous sort un peu de votre zone de confort ce matin. Et en même temps, c'est correct, vous êtes peut-être à la maison, personne ne vous voit, alors vous êtes plus relax peut-être. Donc, je tiens à dire que tout d'abord, les exercices de respiration, c'est un outil vraiment très excellent. C'est un outil qui est simple, qui est accessible pour tout le monde et qui a vraiment des bienfaits. Alors, je veux juste vous rassurer ici, tous ceux qui ont une petite tendance analytique, logique ou rationnelle, on va revenir à la théorie, soyez sans crainte. On n'ira pas vers la lévitation ce matin. Moi, je pense pas. Donc, si vous regardez le carré jaune en bas à gauche, alors ce que vous voyez en fait, c'est la technique qu'on appelle la respiration carrée. Donc, si vous regardez la première flèche à gauche qui monte vers le haut, on parle d'inspiration. Alors, dans le fond, ce qu'on va faire ensemble tout à l'heure, c'est que je vais vous guider à travers cet exercice-là. Ce ne sera pas très long, mais qui va juste nous faire vivre un peu ce que c'est. Donc, on va faire une inspiration qui se veut en 3 temps. Alors, moi, je vais faire un décompte de 1, 2 et 3 lors de l'inspiration. Ensuite de ça, on va faire une petite pause, les poumons pleins. Et je vais encore compter 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire une expiration. Et là, je vais compter à l'envers en disant 3, 2, 1.
Et on va terminer avec une pause des poumons vides. Encore une fois, je fais un décompte de 3, 2, 1. Lorsqu'on a fait un tour comme ça du carré, en fait, on appelle ça un cycle. Idéalement, ce que les experts proposent, c'est vraiment d'avoir une période de 3 cycles. Évidemment, on pourrait aller à 10 cycles ou à 20 cycles selon la situation, selon le temps que vous avez, selon le besoin. Je veux juste faire une petite parenthèse avant pour vous parler de respiration. Tout le monde respire, on a l'impression que c'est quelque chose qui est normal, on n'a pas besoin de s'y attarder. Or, souvent, dans une période où le stress est important, on va avoir une tendance à avoir une respiration qui n'est pas profonde, mais qui est plutôt en superficie. Très souvent, on va arrêter la respiration au niveau de la cage thoracique et on n'ira pas dans l'abdomen. Alors donc, si on veut avoir les bienfaits de l'exercice, je vous propose donc de faire la respiration de l'abdomen dans un premier temps. Alors, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est vraiment une respiration en profondeur où on va gonfler la cage thoracique, on va gonfler l'abdomen. Et ensuite de ça, on va vider l'abdomen, remplir le nombril, en fait, vider, pardon, l'abdomen, pousser le nombril vers la colonne et évidemment vider la cage thoracique. C'est ce qu'on appelle une respiration abdominale et c'est là qu'on retire les bienfaits de l'exercice. Alors, on le fait ensemble une première fois, si vous me permettez. On fait simplement l'exercice de la respiration abdominale. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Je vous invite à redresser la colonne, baisser les épaules, relâcher la mâchoire. Alors, soyez le plus détendu possible. Et on va faire simplement 3 petites respirations abdominales. Alors, n'oubliez pas, on gonfle le ventre comme un ballon. Alors, on y va ensemble, vous êtes prêts? Donc, inspirez profondément pour gonfler le ventre. Et ensuite, on expire complètement. On le fait une deuxième fois, on inspire entièrement. Et on expire complètement. Dernière fois, on inspire en gonflant. Et on expire complètement. Alors voilà, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'une respiration abdominale. Donc, on va passer, maintenant que vous avez passé la première étape, vous avez tous réussi, on va passer à l'exercice de la respiration carrée ensemble. Juste revenir en arrière, s'il vous plaît, sur la présentation précédente. Donc, l'exercice de la respiration carrée. Alors, la technique de la respiration carrée. Donc, je vous guide à travers cette petite technique-là, comme je vous le disais tantôt, puis ensuite, on va sauter dans la théorie. Alors, dans le fond, on y va avec l'inspiration. Donc, si vous êtes prêts, on débute. Donc, inspirez en 1, 2 et 3. Faites une pause des poumons pleins. 1, 2, 3. Expirez en 3, 2, 1. Et faites une pause des poumons vides en 3, 2, 1. À nouveau, on inspire en 1, 2, 3. Pause 1, 2, 3. Expirez en 3, 2, 1. Pause 3, 2, 1. Une dernière fois, on inspire 1, 2, 3. Une pause 1, 2, 3. On expire 3, 2, 1. On fait une pause 3, 2, 1 et on relâche. Alors ça, c'est une petite technique très simple, accessible, comme vous le voyez. Les bienfaits sont nombreux. En fait, c'est un exercice qui est assez discret, qui se fait facilement. Ça nous permet de retrouver notre calme. Ça donne de l'oxygène au cerveau. Et ça envoie également le signal au cerveau qu'il n'y a pas de danger, alors qu'on peut relaxer. Alors, on va aller voir ensemble à la diapo suivante la mécanique qui s'opère en arrière du stress. Donc, on voulait vous illustrer un peu comment s'opère le stress. Puis, on a choisi l'image avec les hommes préhistoriques et les mammouths. En fait, le cerveau dont on a tous hérité de nos ancêtres possède peut-être malheureusement encore les mêmes fonctions qu'autrefois, c'est-à-dire le cerveau est là pour détecter les menaces. Alors, la fonction première du cerveau, malheureusement, n'est pas de remplir un formulaire d'impôt, mais bien de détecter les menaces qui sont possibles dans l'environnement. Alors, en fait, si vous regardez ce qu'on fait, la mécanique, ce qu'on fait, c'est l'homme de préhistoire est là, il est face au mammouth. Il vient de détecter une menace. Alors, le cerveau détecte la menace. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cerveau envoie des signaux qui vont, par exemple, aux glandes surrénales, faire produire des hormones de stress.
Alors là, par exemple, les hormones de stress, on peut avoir l'adrénaline, qui est le cortisol, qui sont des hormones de stress, et on va relâcher dans le corps les glucoses et le lipide. Donc, on a un cocktail qui va se présenter dans le corps, qui va être là, qui va être présent. Pour quelle raison? En fait, pour mobiliser toute l'énergie nécessaire pour avoir les bonnes réactions physiques au moment opportun. Donc, notre corps tombe dans un état de stress aigu à ce moment-là. Alors là, on va dire, parfait, dans cette situation-là, les yeux s'écarquillent pour voir la menace. Le sang va quitter les extrémités des doigts, va quitter les extrémités des pieds. Le cœur va pomper beaucoup plus de sang pour envoyer l'énergie aux muscles et nous permettre de réagir physiquement davantage. Alors, vous voyez les trois situations de stress aigu qu'on peut avoir. Alors, les trois comportements qu'on peut adopter, vous les voyez juste en dessous du mammouth. Donc, le premier, évidemment, c'est fuir. Alors, si évidemment je suis le seul de ma tribu, j'ai un mammouth enragé, peut-être que la meilleure chance de survie, c'est la fuite. Donc, c'est une façon, évidemment, de réagir. Ensuite de ça, la deuxième, combattre. Donc, je pourrais combattre, tuer la bête pour assurer la survie de mon espèce. Et le dernier, figer. Il arrive qu'il y a des gens qui vont complètement figer dans une situation où le stress aigu est présent. Bon, évidemment, si je suis face à un mammouth, c'est pas ce que je souhaite. J'espère qu'il y a un membre de ma tribu qui va venir m'aider, mais il y a parfois certaines personnes qui peuvent figer devant des situations de stress aigu. Alors, ce sont des comportements qu'on a tous à certains moments. Et la docteure en psychologie, Sonia Lupien, qui est directrice du laboratoire scientifique sur le stress, elle nous rappelle que le stress en soi n'est pas quelque chose qui est mal ou n'est pas une maladie et que on ne peut donc pas guérir du stress. En fait, le stress est là pour assurer notre survie. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de détecter ce qui peut être une menace versus ce qui n'en est pas une, pardon. Je vous donne un exemple très concret de la vie courante. Vous êtes avec votre enfant, vous marchez sur le trottoir, votre enfant a un ballon et il échappe son ballon dans la rue. Rapidement, vous détectez une voiture qui s'en vient à toute allure et vous avez instinctivement une réponse qui va faire en sorte que vous allez prendre votre enfant, le garder près de vous pour éviter que celui-ci court dans la rue chercher son ballon. Alors, c'est une réponse de stress qui est très productive dans ce contexte-là. Alors, ça donne une idée un peu de la raison pourquoi le stress n'est pas nécessairement, je dirais, négatif en tout temps. À notre ère moderne, on est cependant confronté au fait que le cerveau ne fait pas la différence entre un mammouth enragé et un collègue de travail qui va remettre en question notre façon de bien faire le travail. Donc, le travail, à nous, ce qu'on a à faire, c'est bien aider notre cerveau à faire la différence, en fait, entre ce qui pourrait être une menace réelle versus quelque chose qui n'est pas une menace réelle. Alors, on va regarder à la diapo suivante les réponses instinctives qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc, les types de réponses instinctives que l'on pourrait avoir, on vous donne quelques exemples ici. Alors, par exemple, contre-attaquer. Donc, je suis un employé, je détecte une menace. Voici une réponse instinctive que je pourrais avoir. Plutôt que d'avoir une réponse adaptée à la situation, je vais défier mon gestionnaire, je vais contester les décisions de l'organisation, je vais essayer de prendre en défaut des collègues. Alors, ce sont tous des situations où je pourrais répondre avec vraiment une réponse qui est instinctive et qui est moins adaptée. Deuxième réponse instinctive possible, carrément la fuite. Alors, je prends un exemple à la maison, confiner ses enfants à la maison dans leur chambre d'une manière très excessive pour éviter toute possibilité d'attraper un virus, faire des denrées de manière exagérée. On a tous vu l'exemple du fameux papier de toilette récemment. Alors, on avait des comportements qui étaient évidemment inhabituels. Porter un masque en tout temps sans raison, dans la maison, à l'extérieur, etc. Si je pense au travail également, un comportement de fuite au travail pourrait très bien être un exemple. Je ne me présente pas au travail malgré les mesures de sécurité que mon employeur a prises. Alors, ça pourrait très bien être un comportement de fuite qui n'est pas un comportement habituel ou bien raisonné. Et le dernier, figer. Alors, dans une situation où je fige, c'est-à-dire je perds ma capacité vraiment décisionnelle.
je tombe dans une impasse où là, je ne prends plus de décision, je n'avance pas, je ne recule pas, je tombe un peu dans l'abattement ou dans quelque chose qui est plus passif. Et je peux rester, par exemple, à la maison devant le téléviseur à écouter des nouvelles sur la pandémie. Alors, ce sont des exemples de réponses instinctives que des gens pourraient avoir. On va aller voir, si vous le voulez bien, comment ça se passe dans le cerveau pour bien comprendre ce phénomène-là à la diapositive suivante. Donc, la neurobiologie du stress vient nous donner des informations très pertinentes en lien avec le fonctionnement. On voit qu'il y a 3 cerveaux qui sont vraiment interreliés. Alors, on a le néocortex, qui est en fait le cerveau supérieur, donc qui nous permet tout l'aspect de la réflexion, la résolution de problèmes. Alors, c'est vraiment notre cerveau de travail. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau émotionnel, qui est tout l'aspect de la mémoire, les souvenirs, le décodage de ses propres émotions, également de ceux des autres, et bien sûr, le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien est celui qui entre en fonction pour la survie. Alors, on parle évidemment des fonctions instinctives. Alors, ces 3 cerveaux-là sont constamment interreliés. Toutefois, lorsqu'il arrive une situation de stress aigu, là, on a quelque chose qui vraiment vient déranger nos comportements, vient déranger nos attitudes. Et on va aller voir la diapo suivante. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque le cerveau reptilien prend le contrôle de la situation, alors il vient de détecter un stress aigu. Donc, ce que le cerveau reptilien fait, c'est qu'il vient déconnecter les autres cerveaux et là, on tombe en mode pilote automatique. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, malheureusement. Alors, dans ce temps-là, il arrive quoi? Bien, il y a juste les comportements préprogrammés qui sont possibles. Alors là, on est dans l'instinct, des réflexes, des aptitudes, des réponses de survie. C'est difficile de raisonner. Pensez simplement à des situations où, par exemple, vous avez eu une entrevue de sélection très importante où des employés peuvent carrément oublier des choses pendant une conférence. Alors, on a des situations où on a des blancs de mémoire et là, on dirait qu'on n'a pas accès aux informations qui sont habituellement faciles pour nous de retrouver. Pourquoi? Le cerveau reptilien a décodé qu'il y a une menace, il a déconnecté notre cerveau, donc néocortex, notre cerveau supérieur, et là, bien, on est en mode pilote automatique. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'on va tomber en stress aigu et on va aller les voir ensemble à la diapo suivante. Donc, le docteur Sonia Lupien a identifié 4 facteurs principaux suite à ses recherches qui viennent induire possiblement une réponse de stress. Maintenant, pour une même situation, si on a plusieurs facteurs qui sont présents, la réponse de stress va vraiment être augmentée. Alors, on les regarde ensemble. Le premier est le contrôle. Donc, en fait, est-ce que j'ai le contrôle sur la situation? Si je n'ai pas le contrôle sur la situation, ça risque d'être un facteur de stress important. Je vous donne des exemples très concrets actuellement. Le gouvernement a décidé de fermer les écoles. Je n'ai pas ou très peu de contrôle. Le gouvernement a décidé de fermer les commerces non essentiels. Je n'ai pas ou très peu de contrôle. Je perds temporairement mon emploi. Encore une fois, je n'ai pas ou très peu de contrôle. Il y a donc un risque qu'on induise une réponse de stress à cause de ces situations-là. Le deuxième facteur de stress, le I, qui est l'imprévisibilité. Alors, la situation doit être imprévue pour nous pour que ça induise une réponse de stress. Alors, par exemple, j'ai de la difficulté à prévoir quand je vais pouvoir prendre mes vacances cette année. À quel endroit est-ce que je vais pouvoir aller? À quel moment mon enfant va retourner à l'école? À quel moment je vais pouvoir réintégrer mes employés au travail? Alors, ce sont tous des facteurs qui font en sorte que ça devient difficile à prévoir et ça peut induire une réponse de stress. Le N pour la nouveauté, alors nécessairement la situation doit être nouvelle pour nous. L'exemple du COVID-19 est le parfait exemple où on est face à quelque chose de complètement nouveau. Le confinement à notre ère moderne, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, auquel on n'a pas fait face. Et ça peut nécessairement induire une réponse de stress. Et le dernier, le E, c'est l'ego. Alors, l'ego est menacé. Pourquoi l'ego peut être menaçante pour nous, en fait? Je vous donne des exemples. Disons, à titre de gestionnaire, on me critique ouvertement pour la situation de la gestion de crise que je fais. Je
je perds mon emploi, je vois que certains de mes collègues ont encore leur emploi, je me questionne à savoir qu'est-ce qui fait que moi plutôt qu'un autre, etc., etc. Alors, il peut y avoir une perte d'un statut ou d'une situation économique quelconque où mon ego risque d'être menacé. Comme je disais tout à l'heure, plus dans une même situation, on va retrouver ces facteurs de stress-là, plus la réponse au stress va être élevée. Alors, pensons maintenant que, un exemple, le coronavirus et la situation, évidemment, dont on parle abondamment, on a les deux pieds dedans, et c'est une situation où on peut facilement retrouver les 4 facteurs de stress. Alors, il n'est pas étonnant qu'on va retrouver chez, par exemple, nos employés, certains comportements qui sont inhabituels ou qui sont des réponses très instinctives, peu réfléchies. Alors, vous voyez que facilement, on peut glisser vers ça dans la situation présente. Je fais une petite pause ici. Je sais qu'on a reçu quand même plusieurs questions de votre part, puis on veut prendre quand même le temps d'essayer de répondre à quelques questions. Oui, merci Martin. D'ailleurs, on a une question qui concerne les dernières diapositives. Donc, pour certains employés, c'est facile de reconnaître qu'ils sont stressés ou anxieux, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Comment déceler une personne qui vit du stress? Oui, en fait, on voit que le stress, comme Martin le dit, enchaîne une série de réactions là, dans notre corps. Mais les symptômes ou les réactions là, physiques qu'on va voir d'un employé, ça pourrait très bien être une communication là, vraiment, un langage plus saccadé, plus direct, un ton plus sec. Ça pourrait aussi être un visage plus tendu. On va voir apparaître chez nos employés là, des maux de tête, des symptômes, les gens vont nous dire qu'ils sont fatigués, des tensions dans le dos, le stress va beaucoup dans le dos, également même de la une transpiration supplémentaire. Donc au niveau du corps, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Au niveau de la pensée, des fois, on va remarquer chez nos employés qu'ils peuvent avoir une vision plus négative que d'habitude, donc une vision plus pessimiste des choses. Ils anticipent ce qui pourrait arriver. Également, on appelle ça un biais cognitif, c'est-à-dire que la personne, c'est pas vraiment réaliste, là, ses pensées, est un peu déconnectée de la réalité. On pourrait voir aussi une rigidité au niveau de la pensée, c'est-à-dire que c'est vraiment difficile de voir de vouloir faire changer l'idée de notre employé, de le faire changer d'idée. Il est comme un peu boqué, si on veut, donc il y a une rigidité à ce niveau-là. Et en temps normal, on ne voit pas nécessairement apparaître ça chez lui. Au niveau des émotions, ben la peur, mais aussi des pleurs, de la déception, de la déprime. On peut voir apparaître de la colère, des grandes inquiétudes également. En termes de comportement, on pourrait voir aussi apparaître une personne qui est plus sur la défensive. On voit aussi des fois des gens là, qui ont de la difficulté à prendre des décisions. Ou encore même des gens aussi qui ont besoin d'avoir un plus grand contrôle là, sur la situation, donc va vouloir prendre plus en charge les choses, va vouloir se préparer davantage, va vouloir planifier longtemps d'avance. Donc, c'est tous des comportements qu'on pourrait voir apparaître. Puis un qui est assez présent aussi, c'est la difficulté à se concentrer. C'est-à-dire qu'on a vu avec Martin que quand l'énergie est toute orientée vers la détection de la menace, naturellement, là, le cerveau va être concentré, son énergie va être concentrée là-dessus et il va être moins concentré ou son attention va être moins au travail, à essayer de performer. Puis on pourrait voir apparaître aussi du présentéisme, par exemple, là, au travail. Également, malheureusement, c'est sûr que à long terme, trop d'hormones de stress, ça pourrait amener aussi à des troubles anxieux ou même mener à la dépression. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Puis pour ça, il faut essayer de contrôler au fur et à mesure quand il y a un événement, soit nouveau, imprévisible, qui arrive pour pouvoir mieux le détecter, puis pour pouvoir mieux le contrôler. Donc, pour certains, c'est évident là, de voir ces différents symptômes-là, puis pour d'autres, ça va être plus subtil. Fait que je laisse le soin, encore une fois, à Martin là, de nous expliquer un peu quelles seraient là, quelques pratiques d'intervention pour nous aider
à contrôler un peu mieux le stress. Oui, parfait. Merci, Pascal. Donc, si on regarde à la diapo suivante, on va voir certaines pistes d'intervention. Ce sont des pistes qu'on peut utiliser pour soi-même ou encore pour une personne qu'on accompagne pour nous aider à bien décortiquer le stress, à comprendre et à reprendre évidemment le contrôle sur la situation. Alors, dans le fond, on reprend la méthode Ciné dont on a parlé tantôt, hein? Le C pour le contrôle, le I pour l'imprévisibilité, N la nouveauté et E pour l'ego qui est menacé. Alors, je prends une même situation. Évidemment, la première question qu'on voit apparaître, c'est bon, est-ce que c'est mon travail qui me stresse? Est-ce que c'est ça ou il y a d'autres choses actuellement? Si c'est mon travail, parfait, on va regarder, bon, bien, sur quoi j'ai très peu ou pas de contrôle actuellement dans mon travail. Ensuite de ça, le I, on va dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont imprévus présentement dans mon travail? Le N, au niveau de la nouveauté, est-ce qu'il y a des nouveautés présentement auxquelles je fais face dans mon travail? Et le E, est-ce qu'il y a des gens ou des choses qui m'amènent à me remettre en question, à remettre en question mes compétences? Alors, ce sont des exemples de questions qu'on peut se poser à soi-même ou qu'on peut poser à nos employés pour vraiment décortiquer la source du stress et éviter justement de glisser vers un stress aigu pour une longue période. Donc, ces types de questions-là vont nous aider à faire ça. Maintenant, il y a aussi des techniques, des exercices pour bien relaxer, pour se détendre, pour revenir au moment présent. On va regarder ensemble la diapositive suivante. Alors, tantôt, on l'a vu ensemble, on a fait une petite expérimentation, la technique de respiration carrée. Alors, je n'y reviendrai pas, mais rapidement, je veux simplement vous dire que si jamais vous avez très peu de temps, évidemment, on vous recommande fortement de faire des respirations abdominales quelques fois par jour. Et ça va vraiment aider à diminuer le stress, réduire la tension artérielle, retrouver un sentiment de calme, puis nous aider évidemment à déstresser. À la diapo suivante, on a une autre petite technique qu'on vous présente, qu'on vous suggère, se concentrer à bouger. Hein, c'est bien simple. Dans le fond, quand on ressent certaines émotions vives, donc une stratégie qui va permettre de retrouver accès à son cerveau pensant, c'est vraiment de se prétexter un besoin pour se lever, s'étirer, bouger. Et là, ça va activer la circulation dans nos jambes, ça va activer la circulation dans notre corps. Alors, si jamais on ne peut pas évidemment le faire, on pourrait très bien bouger les jambes sur notre bureau, ensuite redescendre les jambes, mettre les pieds bien à plat sur le sol, retrouver son calme et sentir qu'on reprend le contrôle. Alors, tout ça fait en sorte qu'on calme le cerveau, on redonne accès à ses facultés supérieures. C'est ça qui est l'objectif. On regarde sur la diapo suivante un autre petit exercice. La phrase d'un sage. Alors, très simple. En fait, c'est simplement de se répéter une phrase à soi-même qui vient de notre sagesse intérieure, qui vient d'un mentor qu'on aurait déjà eu et qui aide et qui donne l'ordre à notre cerveau de se calmer. Alors, dans le fond, on pourrait se dire, par exemple, c'est simplement passager, ça va passer, c'est simplement passager, ça va passer. On se répète une phrase qui est rassurante et qui indique à notre cerveau qu'on va se calmer. Alors, c'est très simple, c'est une seule étape, c'est facile à appliquer et c'est une autre petite technique, un petit truc que l'on peut se donner. Alors, on peut aller à la diapo suivante, qui est une dernière technique, en fait, qu'on appelle créer de l'espace. Vous le savez très bien, souvent, lorsqu'on est préoccupé, tracassé, les idées se bousculent dans notre cerveau et il y a très peu d'espace pour écouter son interlocuteur. Alors, ce qu'il s'agit de faire dans ce contexte-là, c'est simplement de venir créer de l'espace avec un petit truc très simple. Alors, on utilise un bout de papier. Et sur la feuille, on va vraiment jeter toutes les tracasses qu'on a. On va les mettre d'une façon spontanée, une à la suite des autres. Et une fois que c'est fait, puis ce sont souvent des choses qui nous tracassent, mais qui ne sont pas en lien avec la rencontre qu'on va avoir. Donc, on les jette sur papier et ensuite de ça, on les met de côté pour les retrouver en temps opportun. Donc, c'est une technique qui est simple, qui est rapide et qui nous permet de revenir à la personne qui est avec nous parce qu'on a déchargé la tension qui est accumulée, puis on vient de créer l'espace nécessaire dans notre cerveau pour écouter activement notre interlocuteur. Alors, je vous fais un petit résumé très rapide là, pour vous dire,
Vous risquez, dans la situation présente, évidemment, de voir chez vos collaborateurs certains comportements qui sont inhabituels, qui sont moins, évidemment, productifs parce que c'est des réponses un peu plus instinctives parfois. Et dans ce contexte-là, évidemment, on veut aider les gens à bien reprendre le contrôle de leur cerveau, de leur fonction. Et je vais céder la parole à Pascal, qui va nous aider à voir comment on peut bien supporter nos employés dans ces périodes-là. Oui, bonjour. Alors, rebonjour. On a vu donc avec Martin là, comment le stress s'installe, comment il fonctionne. Nous allons voir à la prochaine étape, toujours inspiré, donc on poursuit, donc toujours inspiré de la neurobiologie, du stress, un accompagnement en 3 étapes. Donc, est-ce qu'on peut passer? Oui. Alors, comme je disais, c'est inspiré de la neurobiologie. L'idée, c'est que notre cerveau va mieux travailler, comme on dit depuis le début, si il est sécurisé dans un premier temps. Je ne sais pas si vous écoutez les conférences là, quotidiennes de François Legault, mais il utilise quand même assez à la perfection là, ces 3 étapes. Donc, on peut penser que c'est une technique éprouvée. Mais en fait, étant donné que c'est juste 3 étapes, ça peut quand même être plus facile d'utilisation. Quand on parle de sécuriser nos employés, dans un premier temps, c'est sûr que je sais que ça c'est pas nécessairement facile, mais dans un premier temps, il faut que l'employé sente qu'il y a un pilote à bord. Donc, en tant que gestionnaire, il faut être le plus possible dans nos communications, dans nos interventions, être solide et en confiance. D'ailleurs, je reviens encore avec M. Legault, on peut voir qu'il respire le calme, cette personne-là, quand il intervient. Il y a un bon contrôle en lui, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde et que c'est pas nécessairement évident. En tant que gestionnaire aussi auprès de nos employés, bien, en plus d'être le pilote à bord, il faut aussi là, être à l'écoute des préoccupations de nos employés. Il faut essayer aussi de les rassurer, les sécuriser. On va voir tout à l'heure là, comment on peut y arriver là, pour sécuriser là, davantage nos employés. On peut voir aussi apparaître là, comme les messages là, que M. Legault nous donne, là, ça va bien aller, on va s'en sortir, le beau temps va arriver. Donc, ce sont tous des messages d'encouragement et qui ont pour effet, en quelque sorte, là, de nous sécuriser. Mais on sait que parfois, pour certains employés qui sont plus émotifs ou qui vivent des situations vraiment précaires, ça ne sera pas suffisant. Au niveau de donner du sens, au niveau des mesures prises ou de façon générale, sachez que cette démarche-là, elle est bonne en temps normal, là, peu importe la situation, mais qu'en temps de crise, elle est vraiment, vraiment pertinente. Donner du sens, c'est que le cerveau émotionnel, lui, là, il carbure il a vraiment besoin de sens, il a vraiment besoin de cohérence. Donc, en tant que gestionnaire, plus vous allez expliquer les décisions, plus vous allez être transparent. Pourquoi vous avez fait tel choix. Donc, il faut faire appel là, à l'intelligence de nos employés, puis plus on va lui expliquer nos décisions, nos gestes, puis ça va apaiser là, leur cerveau, puis ça va faire du sens pour eux. Et puis, dans un troisième temps, ben, mettre à contribution, c'est seulement, ne serait-ce que d'impliquer nos employés, que ce soit dans des projets là, qui sont positifs actuellement, des projets, ça pourrait être aussi des projets pour nous aider à mettre en place les pratiques sanitaires. Ça pourrait aussi être des projets pour la sortie de crise. Donc, impliquer nos employés, c'est sûr que quand ils sont déjà à l'emploi, c'est plus facile, mais vous seriez surpris que même quand on est sans emploi, on va être intéressé à s'impliquer avec notre entreprise justement pour la sortie de crise. Donc, n'hésitez pas quand c'est possible de le faire, mais au quotidien, avec vos employés, il y a plusieurs activités que vous pouvez faire pour les mettre à contribution, pour que ça fasse de plus en plus du sens, puis qu'ils se sentent engagés. Mais avant tout, il faut sécuriser notre employé.
Justement, Pascal, nous avons justement une question à cet effet-là. Comment sécuriser nos employés? Comment leur faire sortir leurs craintes et appréhensions pour pouvoir agir rapidement? Bonne question. Je t'invite à aller à la prochaine diapo. C'est sûr que ça va être plus facile si, puis là, je vous présente une partie un peu plus psychologique. Tantôt, on va la voir d'une manière un peu plus organisationnelle. Mais quand on tend à vouloir sécuriser nos employés, on dit souvent, faut les faire parler, faut pas hésiter à échanger avec eux. Bon, oui, c'est plus facile quand la personne est avec nous, devant nous, mais ça se fait très bien aussi avec des gens au téléphone ou qui sont en télétravail avec la vidéoconférence. Ce qui est important, quand c'est possible, c'est d'avoir déjà créé un bon lien de confiance et de proximité là, avec nos employés. Bien entendu, il faut se montrer empathique face à nos employés. Il faut prendre le temps. L'écoute est primordiale. Encore plus que jamais dans une situation de crise, d'avoir un ton chaleureux, bienveillant. Puis, ce que je vais dérouler, là, ce que je vais vous parler, c'est vraiment les habiletés de base en communication. Mais ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que plus vous allez prendre le temps là, de faire échanger, de faire parler votre employé, plus lui, ça va lui permettre de ventiler puis d'être à la fois sécurisé. Allez pas tout de suite aux solutions là, rapides, parlez avec la personne. Donc, soyez attentifs là, aux messages verbaux, non verbaux. Mettez de côté aussi, autant que possible, vos préjugés. Accueillez vraiment positivement les émotions qui sont plus négatives. Même si on n'est pas à l'aise avec ça, faut faire un effort. N'hésitez pas à reformuler les propos aussi de l'individu pour l'inviter à continuer à parler, puis pour faire en sorte que votre employé se sent compris et qu'il ait envie de poursuivre là, à parler. Une étape encore un petit peu plus importante dans votre communication avec l'employé, c'est de l'aider à nommer ses émotions. Je sais là, que pour plusieurs, on n'est pas à l'aise avec cette partie-là, mais vraiment, c'est très important. Puis sachez que ce soit vos employés, vos enfants et vous-même, plus vous allez amener votre employé à nommer, à identifier ses émotions. Au niveau des recherches, ça a eu une contribution. Ils nous disent là, vraiment que ça a un impact important, quand on nomme nos émotions, de diminuer l'hormone de stress. Fait qu'on n'a même pas encore trouvé de solution. On a déjà réussi à faire apaiser notre employé lorsqu'il nous raconte sa situation. Bien sûr, parler avec lui va vous permettre de ramasser aussi un maximum d'informations pour identifier par la suite là, comment on peut essayer de le sécuriser. Sachez aussi là, qu'une émotion qui n'est pas ventilée, puis je sais, on n'est pas des psys, mais on fait ce qu'on peut là, dans la mesure du possible là, avec nos employés. Il ne faut pas se stresser avec ça. Mais il faut savoir quand même qu'une émotion qui n'est pas ventilée va revenir toujours en force, de plus en plus fort, et pourrait finir par nous causer là, une certaine anxiété quand on n'a pas réussi là, à la ventiler. Un autre petit truc aussi, si vous n'êtes pas à l'aise dans vos communications ou bon, peu importe en tout cas, j'ai appelé ça le petit truc du scan empathique. Là. Vous pourriez très bien, quand vous demandez à votre employé comment ça va, faire le petit scan du corps, du cœur et puis de la tête, excusez, du cœur et du corps. Donc, quelles sont les pensées que tu as en tête? Bon, vous allez vous trouver votre propre langage. Là. Ça ne veut pas dire que vous allez poser la question comme ça, mais ça pourrait être, bon, ben, est-ce que tu as des préoccupations de ces temps-ci? Comment ça va? Etc. Ah oui, bon, tu me dis que tu vis un certain stress là, à cause de tes soucis financiers. Qu'est-ce que ça te fait vivre quoi, tout ça? Donc, si l'employé est à l'aise, il va parler un peu, il va s'exprimer là-dessus. Puis à la limite aussi, vous pourriez très bien lui demander physiquement ou qu'est-ce que ça te fait vivre physiquement ou qu'est-ce que tu ressens là, au niveau du corps. Donc, c'est sûr que c'est une autre façon d'aborder le stress pour vous, pour vos employés, pour vos enfants en des parties du corps, mais chose certaine, quand on est capable aussi de faire le lien entre les pensées que l'individu a et comment il le ressent, qu'est-ce que ça lui fait vivre, des fois, on se rend compte que c'est nos propres pensées
qui sont en train de nous créer du stress. Okay? Fait que plus vous allez l'aider aussi à faire le lien entre ses pensées, ses émotions, plus ça va l'aider donc à prendre confiance et aussi à avoir plus de pouvoir sur lui, sur sa situation. Également, vraiment, là, si on n'est pas du tout à l'aise encore une fois avec cette technique-là, une autre chose qui est bien importante quand on est avec nos employés, il faut savoir qu'en arrière d'une émotion, ben, il y a toujours un besoin. Okay? Fait que si ces différentes techniques ne vous conviennent pas, vous pourriez tout simplement demander à vos employés comment ça va, qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment, quels sont tes besoins, puis surtout, comment je peux t'aider. Ne mettez pas trop de responsabilité sur vos épaules. Renversez la responsabilité sur vos employés en leur demandant tout simplement comment moi je peux t'aider. Pascal, oui. Nous avons une question justement en lien avec ça. Jusqu'où on va dans l'aspect pour rassurer nos employés et faire preuve d'empathie? Oui, dans le fond, on a comme rôle en tant que gestionnaire là, je dirais, bon, selon les lois aussi, c'est d'assurer la santé et la sécurité de nos employés. Mais je vous dirais, par rapport à ça, une fois qu'on a échangé avec la personne, une fois qu'on a essayé de trouver des solutions avec elle, c'est déjà vraiment très bien. Il faut savoir aussi que l'employé, dans la loi, là, il doit aussi, lui, prendre sa responsabilité de sa santé, de sa sécurité et de la sécurité de ses collègues. Donc, à un moment donné, comme on essaie de communiquer, on essaie de faire ventiler la personne, de trouver des situations, des solutions avec elle, mais en même temps, à un moment donné, on ne peut pas faire plus que ça. C'est correct, c'est déjà bien assez. Nous allons voir aussi là, tout à l'heure d'autres interventions qu'il est possible de faire. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a une personne qui serait vraiment émotive et puis qu'on ne sait plus comment s'y prendre pour la rassurer, des fois, il y a des personnes aussi, c'est important d'essayer de détecter la détresse là, des employés et puis de voir avec eux. Là, je suis en train de voir là qui défile, de voir s'ils ont une détresse importante, c'est-à-dire vraiment des pleurs, insomnie, une fatigue excessive, etc. Mais là, on pourrait très bien envoyer la personne voir lui suggérer d'aller voir un psychologue ou le programme d'aide. On n'est pas des petits, mais on peut très bien diriger nos employés vers ces ressources. Si on continue, je pense qu'on n'avait pas d'autres questions, hein? Oui, OK. Donc, vis-à-vis une autre façon aussi de voir à apaiser, à sécuriser nos employés, c'est selon la méthode de David Rock. Lui, il appelle ça le modèle SCARF. C'est que c'est encore sur la neurobiologie du stress, c'est que le cerveau, lui, il va détecter tout le temps si on est en mode survie. Donc, si on est en mode est-ce que ce besoin-là répond à ma survie ou est-ce que cette personne-là ou cette situation-là va menacer ma survie. Donc, on est toujours entre deux. Le cerveau détecte vraiment les besoins sociaux comme des besoins de survie. Au niveau des besoins sociaux, SCARF, lui, a vu, selon lui, là, les employés auraient ces 5 besoins avec des niveaux différents, c'est-à-dire qu'une personne pourrait avoir un besoin de statut, de certitude, d'autonomie, mais pas avoir nécessairement les autres. Donc, vraiment, la personne va toujours détecter est-ce que la situation ou est-ce que mon employeur ou est-ce que la situation va pouvoir va menacer mes besoins ou va récompenser mes besoins. C'est sûr que dans une équipe, là, vous allez avoir l'entièreté de ces besoins-là, qui vont être à travers vos employés. Fait que si, en groupe, vous intervenez avec chaque souci de ces besoins, vous allez avoir un impact gagnant.
Mais quand on est en individuel avec un employé, on va essayer vraiment de se concentrer sur ses besoins spécifiques. J'ai vu dans des entreprises où il y a des gens des employeurs qui avaient cartographié un peu leur équipe en fonction de bon, ben, tel employé a tel besoin. Puis, il y avait toujours une pensée dans ces interventions pour essayer de sécuriser puis répondre aux besoins de l'employé. Par exemple, si on regarde quelqu'un qui aurait un besoin de statut, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un mode où le titre est important, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire une différence, où son poids a une importance, c'est quelqu'un qui va aimer être reconnu, c'est quelqu'un qui va souvent, lorsqu'on va voir apparaître, bon, il pourra avoir une expertise pointue, on va voir apparaître peut-être aussi de manière plus générale quelqu'un qui aurait je sais pas, les gens qui portent des vêtements avec des marques, les gens qui ont des grosses voitures, des gens qui ont des grosses maisons, des gens dans leur bureau qui ont des trophées, OK? Avec tout ce qui est titre, prestige, avoir de l'importance. Donc, ce sont des personnes qui ont un statut. À l'inverse, si on répond pas à ce besoin-là, puis la façon d'y répondre, dans le fond, parce que là, je vais aller un peu plus vite, là, mais la façon d'y répondre au niveau du statut, c'est vraiment de multiplier les remerciements, les feedbacks positifs là, pour donner de l'énergie à l'individu, puis faire en sorte qu'il se sente apprécié. Dans un contexte où, par inadvertance, consciemment, inconsciemment, on considérait pas assez cet individu-là, où la personne passerait inaperçue, diminuée, ben c'est sûr qu'on pourrait, quelqu'un qui aurait une notion de statut pourrait vivre un peu plus d'émotions négatives, se sentir un peu plus frustré, être plus en train de détecter la menace, qu'est-ce qu'on va faire, puis être moins concentré à faire ce qu'il devrait faire. Et donc, nécessairement, là, que ce soit des besoins de certitude, d'autonomie, relation, équité, nos employés vont être engagés quand on va répondre à leurs besoins ou vont se désengager. Également, dans nos interventions, si on fait face à un employé qui a un besoin de certitude, on est face à quelqu'un qui, souvent ces gens-là vont poser beaucoup de questions, ils ont besoin d'en savoir plus sur le futur, et Dieu sait qu'en ce moment, c'est difficile de répondre à certaines questions de nos employés face au futur. Bien entendu, plus on va être clair dans nos réponses avec lui, puis on va être obligé de répéter souvent là, avec ce genre de personnes-là, plus on va être en mesure là, de répondre à leurs besoins de certitude. Il faut savoir aussi que le cerveau a un besoin inimaginable de certitude, fait que la plus petite information que vous allez donner, si minime soit-elle, va avoir un impact rassurant auprès d'un employé. D'autant plus s'il y a un besoin de certitude. À l'inverse, encore une fois, on va voir apparaître là, de la déloyauté, la personne va être suspicieuse, va vivre un peu aussi peut-être une certaine anxiété là, face au fait qu'elle ne sait pas où elle s'en va. On va voir apparaître des comportements aussi d'une personne là, qui aurait vraiment la difficulté à prendre des décisions, à prendre de l'initiative, à aller de l'avant. Là, je me dépêche. Au niveau de l'autonomie, donc vraiment, c'est quelqu'un qui peut avoir la possibilité de faire des choix, de prendre ses décisions. Fait qu'on s'entend que si on agit avec du micromanagement, vraiment là, avec ce genre de personnes-là, l'autonomie, les gens vont avoir un stress important si on fait du micromanagement. On va être vraiment à contre-courant. Donc, leur laisser la possibilité là, de prendre les décisions. Au niveau des relations, ben, ce sont des gens qui vont avoir besoin de relations. Il va falloir que l'employeur soit le plus possible, qui crée des liens avec les gens, qui offre la possibilité d'être en gang. Le soutien social est vraiment important, surtout en situation de crise. Les gens ont besoin de créer des liens personnalisés, de collaborer, de partager. Donc, le leader doit s'assurer de créer des liens, une force là, au niveau du travail d'équipe. Et à l'inverse, si la personne est dans un climat qui n'est pas sain, qui n'est pas harmonieux, la personne va avoir plus de difficultés à s'engager et à être apaisée.
Au niveau de l'équité, on appelle ça SCARF, là, le F, c'est pour franc-jeu ou équité. Encore une fois, ici, avec des gens qui ont ce besoin-là très important, dans vos interventions, ça va être important de vraiment, je dirais, répondre avec transparence, équité. Il faut que la personne sache qu'elle n'est pas, qu'il n'y a pas d'agenda caché, donc on donne leur juste avec elle. Là, j'aurais eu un cas à partager avec vous. J'aurais eu, vous allez avoir la présentation. Donc, dans les acétates, là, les diapositives qui suivent, vous allez pouvoir regarder pour chacune de ces interventions, pour chacun de ces besoins-là, vous allez avoir des approches, des techniques, des interventions. Donc, plus vous allez connaître vos employés, plus ça va être facile aussi d'apaiser leur cerveau, leur stress et de répondre à leurs besoins. Puis je vous dis, c'est vraiment en situation normale, cette approche-là, elle est vraiment gagnante, mais en situation de crise, ayez un souci davantage pour essayer de combler ces différents besoins avec vos employés. Je crois que l'on avait une petite question. Oui. J'en ai en effet énormément de questions qui apparaissent sur le fil d'actualité. Donc, je vais vous en poser une dernière là, avant la fin. Dans un contexte où on ne connaît pas trop notre avenir, on essaie de rassurer nos employés, mais ce n'est pas évident. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Oui, alors, très bonne question. Encore une fois, je vous ramène à la prochaine diapo. C'est cette non, là, on va être obligé de défiler, je m'excuse. On va aller à la 24 ou 25, c'est les pratiques gagnantes, dans le fond. Encore une fois, on avance. OK. Vraiment, là, ce qui est important, puis on fait encore une fois vraiment ce qu'on peut, c'est avec nos employés, plus vous allez parler en nous, le nous, sentir qu'on fait partie de la gang dans vos rencontres, que ce soit par Skype ou peu importe, et puis que vous allez faire sentir que vous aussi, en tant que gestionnaire, on est en train d'apprendre, puis qu'on va s'en sortir. Ça, c'est vraiment une approche gagnante dans nos communications. Tenir compte des 5 besoins fondamentaux qu'on vient de voir. Je m'excuse, on les a vus vraiment rapidement. Être à l'écoute de nos employés, essayer de faire verbaliser les émotions. Que l'on utilise aussi l'approche ciné, le scan empathique. Toutes les façons sont bonnes pour faire parler nos gens. Communiquer aussi, très important, là, avec nos employés quand on les appelle pour leur demander comment ça va. N'hésitez pas à parler aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, pour essayer de sortir de la crise? Donc, parler des objectifs à court terme, c'est vraiment important. Dans vos rencontres aussi avec que ce soit en télétravail ou sur le milieu du travail, ayez toujours une période dans vos communications en groupe pour répondre aux questions, répondre aux préoccupations. Prenez vraiment ça, c'est important. Plus les gens ont des réponses à leurs préoccupations, plus ça lui permet de passer à autre chose. Puis en passant, dire non ou dire qu'on va revenir parce qu'on n'a pas l'information, c'est une réponse en soi. Okay? Fait qu'il ne faut pas se gêner. Reconnaître les bons coups, là, on a vu que notre cerveau, quand on a besoin de statut, c'est important, mais pour tout le monde, en période de crise, c'est vraiment important de reconnaître, de multiplier les bons coups. Une escouade de soutien, là, c'est tout à l'heure, M. Mario Bédard, là, on nous a fait part de toutes sortes de belles pratiques qui ont été mises en place là, chez Mallette, là, mais ça aussi, ça peut être fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas à l'aise avec toutes les techniques là, de communication, de faire ventiler l'employé, de prendre le temps de l'apaiser, une escouade, ce serait d'identifier des gens dans votre entreprise qui sont à l'aise avec ça, puis qui vont aimer là, répondre aux pratiques là, de leurs employés, aux besoins de leurs employés. Également, là, je ne vois pas ma dernière... communiquer, oui, en étant, excusez, communiquer en étant bienveillant, transparent, factuel, puis vous référez aux professionnels, hein, ça il n'y a pas de doute là, on n'est pas des psys, puis on fait ce qu'on peut. Faire plus de rencontres qu'à l'habitude, communiquer régulièrement avec vos employés également, qu'ils soient sans emploi, en télétravail ou sur le milieu du travail. Davantage disponible, travailler avec la porte ouverte,
avoir des attentes réalistes aussi face à la performance attendue. D'ailleurs, avec vos employés, certains vont être désorganisés. Vous auriez intérêt là, à vous concentrer, à les aider à prioriser leurs tâches, puis de se concentrer uniquement sur 3 grandes priorités dans la journée, c'est déjà bien assez. La technique du Pomodoro, c'est quand une personne est vraiment un peu déstabilisée, la difficulté à se concentrer, c'est vous l'amenez à travailler 25 minutes. Elle doit prendre une pause de 5 minutes. Elle repart 25 minutes, elle arrête 5 minutes. Puis après ça, on peut commencer à augmenter les temps de pause. Okay? Fait que ça aide à la concentration au cerveau. Ne tolérer aussi aucun écart là, face aux nouvelles pratiques sanitaires, là, puis donner l'exemple bien important. Documenter vos pratiques aussi, ça va vous aider à donner un certain sens à tout ce qui se passe parce qu'on sait que ça va durer puis ça peut réarriver. Lorsque vous avez à faire un certain contrôle avec vos employés là, sur le terrain, ayez une approche là, de soutien, un bon ton puis de bienveillance. Il y aurait eu tellement de choses encore à dire. Mais on a pas mal fait le tour. Merci beaucoup, Pascal. Effectivement, il y aurait eu beaucoup de choses à dire. Je reçois énormément de questions. J'invite les participants à écrire à réseau-mallette@mallette.ca. J'ai écrit l'adresse sur les questions, là, sur le fil d'actualité. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel avec toutes vos questions et nous allons les acheminer à la bonne personne pour vous répondre. Ça va vraiment nous faire plaisir de partager l'expertise avec vous aujourd'hui. Donc, merci Pascal, merci Martin, fort pertinent. J'invite également les gens qui ont participé à ce webinaire d'être avec nous dès la semaine prochaine, jeudi à 9h30. Nos 4 associés de Mallette, donc M. Mario Bédard, José Arsenault, René Benoît et Martin Simard vont venir nous parler de l'après-COVID, assurer le succès de votre relance. Donc, ça va être un sujet hyper pertinent pour tous et très technique également. Alors, je vous invite à être avec nous. Vous allez recevoir une invitation sous peu. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.